Alors, Monsieur Ducharme, vous nous avez dit que vous aviez été recruté pour être chef du service de pharmacie de la Cité de la Santé à Laval. C'était un hôpital en construction à l'époque, donc vous avez eu à mettre sur pied entièrement, là, de A à Z, le service de pharmacie. Racontez-nous un peu comment vous y êtes arrivé. Vous avez implanté la distribution unitaire à cette occasion. Donc, comment vous avez décidé d'implanter la distribution unitaire et puis comment ce système a été bénéfique là, pour la pratique des pharmaciens dans l'établissement. Oui, c'est tout à fait exact. Je suis arrivé à la Cité de la Santé, il n'y avait rien au département de pharmacie, il n'y avait pas un crayon, en fait, il n'y avait pas de personnel, il n'y avait rien du tout. Tout était à faire et c'est une expérience qui est assez exceptionnelle dans la carrière d'un professionnel de la santé. C'est rare qu'on démarre avec un établissement, finalement. Et alors, c'était tout était à faire, donc en particulier choisir le personnel professionnel des techniques qui a démarré la pharmacie avec nous en 1978. Moi, j'étais arrivé un peu quelques mois avant, en 1977. Le choix de la distribution unitaire s'est fait de façon tout à fait, je dirais, naturelle. J'ai été recruté pour ça. Je pense bien, sans qu'on me l'ait jamais dit, que le fait que j'ai participé à un projet pilote de distribution unitaire à l'hôpital Notre-Dame, projet pilote qui m'avait permis de connaître les avantages d'un tel système, mais également ses contraintes pour le département de pharmacie, ses impacts sur le restant de l'hôpital. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été recruté pour la Cité de la Santé. Alors, j'ai été recruté pour ça, puis j'avais dit que c'est ça qu'on ferait, et c'est ça qu'on a fait, effectivement. Vous m'avez dit quels étaient les avantages pour la pratique de la pharmacie. Bien, il y en a plusieurs, mais je pense qu'il faudrait souligner d'abord les avantages pour les patients. C'est eux qui sont visés par la qualité qu'une distribution unitaire permet d'apporter. Et là, je me reporte en 1977, bien sûr, les choses ont changé, mais à l'époque, c'était un très net progrès sur une pratique qui consistait essentiellement à avoir des unités de soins abondamment pourvues en médicaments, où donc les pharmaciens avaient tendance à intervenir postérieurement aux ordonnances et non pas de façon préalable. Donc, ça a amélioré, je pense, un niveau de sécurité accru pour les patients. Ça a amené un appui considérable pour le personnel infirmier qui n'avait plus à se préoccuper à toute fin pratique de la médication. La médication lui arrivait quotidiennement en fonction des dernières ordonnances. Pour les pharmaciens, ben, ça avait un avantage majeur en nous forçant collectivement comme pharmaciens, parce que c'est un travail de toute l'équipe, ça, en nous forçant à nous impliquer très précisément dans la distribution des médicaments, ça nous forçait aussi, ça nous amenait à nous impliquer cliniquement. On n'a jamais sacrifié l'un pour l'autre. Pour nous, l'implication clinique était aussi importante que la distribution unitaire et la distribution unitaire aussi importante que la clinique. Ça nous a permis vraiment d'être présents partout et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, les progrès sont continués et sont même accélérés par mon départ, mais il y a beaucoup de pharmaciens à la Cité de la Santé qui sont, la plupart ou tous, sont impliqués dans la plupart des unités cliniques de l'hôpital, vraiment au plan clinique, auprès des médecins, auprès des équipes de soins. Au départ, comment avez-vous fait pour pour valoriser le rôle clinique des pharmaciens? Vous m'aviez déjà parlé d'un système que vous aviez implanté d'organisation du Oui, travail. on avait convenu, on était 7 pharmaciens au départ, là, peut-être 2 ans après l'ouverture, quand l'ensemble des lits ont été occupés. Il y avait 341 lits, si je me souviens bien. On était 7 pharmaciens et on avait convenu que pour être davantage présent au plan clinique, il ne fallait garder qu'un minimum ou que le minimum de pharmaciens nécessaires dans ce qu'on appelle la distribution des médicaments. Alors, il y avait un pharmacien qui restait à la distribution des médicaments, il y en avait un qui travaillait ou une qui travaillait en soirée. Il y en avait habituellement un en congé, mais les 4 autres pouvaient être présents sur les unités de soins. Et ce qui nous permettait effectivement d'être très présents. Bien sûr, les pharmaciens qui étaient à la distribution travaillaient très fort cette journée-là, mais ils pouvaient se concentrer sur les tâches liées à la distribution à ce moment-là parce que tout problème clinique était transféré, était confié aux pharmaciens cliniciens qui avaient chacun leurs unités de soins à couvrir. Et donc, les médecins à rencontrer, les infirmières à rencontrer, les patients à rencontrer. On a mis rapidement des programmes de conseil au départ, des programmes d'entrevue aux patients post-infarctus, programmes d'implication au centre de jour en diabète, et ainsi de suite. Ça s'est fait très rapidement. Puis le travail clinique des pharmaciens doit reposer certainement sur du personnel de soutien compétent et bien formé. Quels étaient les défis concernant le personnel technique à l'époque, puis quelles étaient les demandes des pharmaciens pour du personnel de soutien de qualité? En fait, on avait recruté une équipe de pharmaciens sauf moi, qui était déjà d'un âge plus avancé à l'époque. Et
On avait recruté une équipe de pharmaciens qui était très jeune. Il y en avait une, par contre, qui avait travaillé dans un autre hôpital où on pratiquait une certaine forme de distribution militaire. C'était Louis Chicoine. Alors, on a bien rapidement saisi ce qu'étaient les contraintes de la distribution unitaire. Et ce qu'on s'attendait, c'est que le personnel technique puisse en faire le maximum des tâches techniques qui étaient nécessaires pour opérer le système. C'est-à-dire le conditionnement des médicaments, la préparation des cassettes de médicaments à distribuer quotidiennement, la livraison de ces produits-là. Bref, on a délégué au maximum. La difficulté peut-être qu'on a rencontrée, qui n'a pas été une difficulté longtemps, c'est que certaines des personnes qu'on a recrutées comme assistantes techniques aucune n'avait une expérience du milieu hospitalier. Donc, il a fallu vraiment les former pour travailler dans ce milieu-là qui est bien différent. Leur apprendre à travailler avec des solutions intraveineuses, avec des médicaments injectables, avec des vaccins qu'on distribue à la Cité de la Santé aussi. C'était une difficulté, mais je pense qu'elles ont adhéré très rapidement à ce modèle-là et avec beaucoup d'enthousiasme, comme toute l'équipe, en fait. On a été une excellente équipe, très unie. Alors, M. Duchamp, vous abordez la question du personnel technique à la Cité de la Santé, mais comment voyez-vous le rôle des assistants techniques et la formation des assistants techniques? Ouais, c'est une question extrêmement intéressante et c'est un problème aussi, je dirais, qui perdure depuis que moi je suis dans la profession depuis 1970. Les pharmaciens n'ont jamais, se sont jamais fait une tête très précise sur la façon dont ils voulaient, sur la façon dont devait être formé le personnel de soutien en pharmacie. Je pense en particulier au personnel technique. Alors, on a constamment hésité entre leur donner un rôle accru, donc une formation accrue, ou au contraire, garder le rôle minimal qui était celui de l'assistant technique, essentiellement orienté vers la préparation de médicaments. Alors, ceci a eu une conséquence qui était je pense, qui demeure sérieuse, c'est que les pharmaciens qui ont une formation universitaire poussée, doivent consacrer une bonne partie de leur temps à des tâches qui sont techniques. Je pense à la vérification du contenant et du contenu des ordonnances. J'ai toujours pensé que ça ne prenait pas un diplôme universitaire pour s'assurer que la pilule jaune qui est dans le flacon destiné à un patient était bien celle qui avait été prévue. Cet aspect-là en particulier, et c'est reconnu depuis déjà quelques années, cet aspect-là n'est pas un acte professionnel en soi. Alors, comme les pharmaciens ne sont pas fait une tête rapidement, ben, ça n'a pas permis aux autorités du domaine de l'éducation de faire les gestes, de poser les gestes qui, à mon avis, auraient dû être posés. Et ça, j'ai dit que ça remontait aux années 70, mais à l'époque de la création du Code des professions, les autorités gouvernementales du temps avaient carrément proposé la création d'une classe de techniciens en pharmacie diplômés au cégep, comme les techniciens de laboratoire, comme les techniciens en radiologie, comme les techniciens en physiothérapie. Or, les pharmaciens à l'époque n'étaient pas d'accord, n'étaient pas prêts à ça, et je ne dirais pas particulièrement les pharmaciens d'hôpitaux, je parlerai des pharmaciens dans leur ensemble, y compris l'ordre des pharmaciens, mais ça ne s'est pas fait. En 1977, je me souviens d'une journée de formation continue de l'APES qui portait précisément sur ce thème-là, et on voyait que la salle était entièrement partagée en deux, entre les tenants qui voyaient un plus grand rôle pour les assistants techniques en pharmacie et ceux qui disaient non, ils en font assez, c'est correct. C'était de haute lutte qu'on a finalement développé un programme de formation au niveau secondaire 5, là, qui s'applique depuis, je dirais, le milieu des années 80, où on a envoyé se former tous les assistants techniques à la Cité de la Santé. Là. On les a tous envoyés après évaluation de leurs acquis, par faire leur connaissance pour obtenir un diplôme d'assistance technique en pharmacie, qui n'est pas un diplôme de cégep, mais au moins qui reconnaît le travail de cette catégorie de personnes-là qui est essentielle. Puis encore aujourd'hui, bien, on est encore dans le débat. Ils sont toujours formés à ce niveau-là. Il n'y a toujours pas de formation au cégep, et je pense que c'est plus que jamais essentiel. Si la profession veut progresser, il faut le faire. Quelqu'un me demandait justement la semaine dernière, est-ce que c'est le temps de faire ça? Ben, je dirais que le meilleur temps pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur temps, c'est maintenant. Si on ne l'a pas fait il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, il faut le faire maintenant si on veut en bénéficier plus tard. C'est clair que ça prend une position largement consensuelle de la profession. Le ministère de l'Éducation nous avait bien dit en 2003, j'étais sur un comité de travail où je représentais l'ordre des pharmaciens à ce moment-là, nous avait bien dit qu'il n'y aura pas deux niveaux de formation. Ça va être le secondaire 5 ou ça va être le cégep, mais c'est à vous autres de décider.
Alors, en 2011, on n'est pas encore décidé, alors c'est resté au secondaire 5. Mais je pense que c'est important pour la profession. On parlera peut-être, ou on en a parlé tantôt, mais on parlera peut-être des défis de la profession, mais c'en est un défi de la profession. S'assurer de pouvoir se consacrer aux tâches professionnelles parce qu'on a des tâches, des techniciens bien formés qui sont capables de prendre en charge l'ensemble des situations techniques, l'ensemble des problèmes techniques, des réalités techniques d'un département de pharmacie qui sont complexes. Tous les pharmaciens le savent maintenant. Et on n'innovera pas vraiment là-dedans. Là. Les biochimistes, par exemple, qui sont des professionnels universitaires comme les pharmaciens, ne s'occupent pas des opérations techniques, des appareils dans les laboratoires qui sont complexes également. Ce sont des techniciens de laboratoire qui font ça. Pareil en physiothérapie, pareil en médecine dentaire, où on a maintenant des techniciens en médecine dentaire qui s'occupent d'appareillage, qui s'occupent de permettre, en fait, de choses qui permettent aux dentistes de se consacrer à ses réalités professionnelles à lui. Je pense que c'est une chose essentielle pour la profession. Au cours de votre carrière, la pharmacie hospitalière a énormément évolué. Selon vous, quels sont les principaux atouts des pharmaciens qui ont permis ce développement de la pharmacie hospitalière? Bien, si on se reporte, évidemment, ça fait 40 ans. Là, moi, je suis en 70 en pratique hospitalière, alors ça fait 41 ans. Et bien sûr, le contexte était différent, mais ce que j'y ai trouvé et qui m'a beaucoup plu, qui m'a intéressé à ce milieu-là et qui a fait que j'y suis resté, c'était l'entraide qui existait entre les pharmaciens, entre les pharmaciens hospitaliers, j'entends, et l'esprit de collaboration qui faisait qu'on partageait les idées. Les trouvailles d'une personne étaient publiées, elles étaient disponibles pour les autres. On échangeait beaucoup. On a eu rapidement des équipes, des rencontres de chefs de département dans la région de Montréal. Il y en avait déjà. Et quand je suis arrivé, en fait. Et puis, donc, cette entraide-là permettait de progresser plus rapidement. L'autre aspect, et ça, je pense qu'on doit ça à la peste, et donc à ses fondateurs et aux pionniers de la peste, c'était le souci de maintien de la compétence, le souci de l'éducation permanente qui a constamment orienté la réflexion des gens de la peste, de sorte qu'on consacrait une bonne partie des énergies de l'association. L'association consacrait une bonne partie de ses énergies à organiser des journées d'éducation permanente, à publier un bulletin également qui, tout modeste fut-il à l'époque, donnait quand même des informations sur ce qui se faisait ailleurs. Les gens aussi n'hésitaient pas à se visiter. À l'Institut de la Santé, on a eu beaucoup de visiteurs qui sont venus voir comment fonctionnait le système de distribution à dose unitaire, mais on est allé nous aussi ailleurs voir comment ça fonctionnait. Je me souviens d'être allé à Québec, à l'Hôtel Dieu en particulier, où ils avaient développé des services informatiques qui étaient à l'avant-garde à l'époque, puis d'autres hôpitaux, bien sûr, qui aussi avaient des caractéristiques intéressantes. Le système informatique que vous avez implanté aussi à la Oui, on a adopté un système informatique qui avait été conçu initialement à l'Hôtel Dieu de Québec et qu'on a transposé, qu'on a dû adapter pour la distribution en doses unitaires parce qu'il n'avait pas été conçu pour ça. En fait, les informations saisies dans le système de données pharmacologiques y étaient, mais la sortie de ces informations-là devait être adaptée pour la rendre compatible avec la distribution de doses unitaires. C'est ce système-là qu'on a adopté dès le départ. Moi, j'ai rencontré dans le milieu une foule de pharmaciens extrêmement intéressants, là. Vraiment des gens qui m'ont appris beaucoup, qui ont apporté beaucoup à moi, puis je suis sûr à beaucoup d'autres, mais je pourrais en citer beaucoup, mais je pense à Yves Courchaine, je pense à Roger Liotte, à Roger Leblanc, que vous avez sûrement rencontré ou que vous allez rencontrer, et je pourrais en citer tant d'autres, là, des gens qui ont été pour la profession, des gens importants et pour la pratique en milieu hospitalier en particulier. Sûrement que vous êtes une de ces personnes-là aussi pour d'autres pharmaciens. Ben, je l'espère, mais écoutez, chaque génération bâtit sur les gens qui les ont précédés. Là, je ne suis pas d'une génération différente des gens que j'ai cités nécessairement, mais j'étais un peu plus jeune, arrivé un peu plus tard, un peu plus jeune peut-être aussi que certains. Et j'espère avoir été. J'espère que les gens m'ont observé assez pour dire on va faire mieux que ce gars-là a fait finalement. Vous ne l'avez pas mentionné, mais vous avez quand même fait partie de l'APES, des administrateurs de l'APES pendant de nombreuses années. Et c'est à vous qu'on doit une innovation à l'APES, soit la création des SPOC en 1984. Pouvez-vous élaborer un peu sur pourquoi les SPOC et qu'est-ce qu'ils ont apporté aux pharmaciens? Bonne question. En fait,
j'ai pas été administrateur de la peste tellement longtemps. J'ai fait un mandat de 4 ans, de 82 à 1986, mais je m'étais impliqué avant dans plusieurs comités, en fait, notamment le comité du bulletin, le comité du bulletin de la peste, qui est le forme actuelle aujourd'hui, je pense, depuis longtemps. Et l'idée des SPOC, ben, elle m'a été inspirée par ce que l'American Society of Hospital Pharmacists avait fait. Ils avaient créé, je pense, dans le courant des années 70 ou la fin des années 70, ce qu'ils appelaient des Special Interest Groups. Pardonnerez mon accent anglais de la rue de Lormier, qui est très lacunaire, mais ces groupes-là avaient pour objectif de regrouper des pharmaciens, non pas sur une base administrative, mais sur une base effectivement clinique. Et on avait absolument le même problème à la peste. J'ai parlé tantôt de l'entraide qui existait entre les pharmaciens, mais les réunions qu'il y avait, les rencontres qui avaient lieu dans la région de Montréal en particulier, réunissaient essentiellement les pharmaciens chefs de service, chefs de département. Il n'y avait pas de forum pour les pharmaciens cliniciens qui partageaient des difficultés, c'était soit en psychiatrie, soit en d'autres domaines de la clinique, mais qui n'avaient pas de forum d'échanger. Les SPOC, j'ai rédigé le projet, ça m'est venu, mais ça me jetait dans la tête depuis un certain temps, mais je l'ai rédigé pendant le temps des fêtes en 83 et je l'ai proposé au conseil d'administration de la peste en tout début 84. Et le mot SPOC a été trouvé, le mot SPOC qui voulait dire spécialité professionnelle ou clinique, c'était pour trouver un acronyme qui se prononçait bien et qui faisait image. Et je pense que l'idée a fait le consensus rapidement. On a créé un dans la première année, puis plusieurs autres ont suivi. Le nom a changé par la suite, mais je pense que l'idée est restée la même. L'autre avantage de la création des SPOC, de la façon dont on le faisait, c'est que étant un outil au travail des pharmaciens, au travail clinique, les pharmaciens étaient libérés de leur établissement, étaient dégagés de leurs travaux pour venir assister aux réunions des SPOC, aux réunions des comités SPOC. Et donc, pour la peste, c'était sans frais, cette structure-là. On ne créait pas une structure que la peste n'aurait pas eu les moyens de se payer, mais on mettait ensemble des ressources qui existaient dans la communauté de pharmaciens hospitaliers pour aider les hôpitaux à mieux performer. Et on le voit par la quantité de documents que les SPOC ont produits. C'est bien sûr que les gens travaillaient en réunion peut-être un après-midi où ils auraient été normalement au travail, mais c'était comme une libération syndicale en quelque sorte. Ils continuaient à travailler après, puis ils produisaient on a vu en particulier dans le domaine de la douleur, par exemple, des soins palliatifs, des travaux extraordinaires qui ont été faits, qui sont reconnus partout maintenant. Et il y en a eu beaucoup d'autres qui sont issus des travaux des SPOC et qui ont profité essentiellement au réseau hospitalier, là, qui n'ont pas profité à la peste directement. Et c'était vraiment un atout pour le réseau. Je pense que c'est unique